Bonjour, nous sommes le samedi 11 août 2018 et aujourd'hui le titre de ma petite causerie sera Trump, ce qui apparaît en surface n'est pas beau à voir. Alors, je vous ai déjà parlé des personnes qui m'écrivent pour me dire pourquoi cette obsession chez vous à propos de la personne de Monsieur Trump. Et là, j'ai déjà répondu. Il est l'ennemi public numéro un de l'humanité parce que il aggrave de manière considérable le danger d'extinction de l'humanité. Il ne joue pas dans la même catégorie, il n'est pas dans la même ligue, il n'est pas dans la même division que Madame Hillary Clinton, dont j'avais souligné qu'elle est en fait l'obsession de la plupart des gens qui m'écrivent sur Trump et qui me parlent après de manière infiniment longue, de grandes logorées qui ne portent pas, absolument pas sur Trump, mais sur Hillary Clinton. Et où il y a, je ne l'avais pas signalé jusqu'ici, où il y a quand même une partie de sexisme voilà, qui paraît quand même assez dominante. Alors, maintenant, je ne vous parle pas de ces gens-là qui m'écrivent pour me dire ça. Je vous parle maintenant des gens qui m'écrivent pour me dire pourquoi vous parlez plus de Trump. Parce que on s'est un petit peu habitué au fait que je perds ce qui pourrait apparaître comme un reportage sur les événements qui sont liés aux aventures rocambolesques de la météorite Trump, puisque le manuscrit du livre que je suis en train d'écrire s'appellera La chute de la météorite Trump. Alors, je voudrais souligner que je ne fais pas du reportage. En même temps, je ne vais pas vous faire une vidéo pour vous dire, pour vous expliquer pourquoi je ne parle pas de certaines choses. La personne qui m'écrit le plus récemment me dit mais vous ne nous tenez pas au courant du procès de Monsieur Paul Manafort en ce moment. Alors première remarque, le procès de Monsieur Paul Manafort n'est pas terminé et donc je me réservais pour d'en parler au moment où il y aurait un verdict, puisque c'est un système, une accusation devant un jury, et il y a un jury de 12 personnes qui devront rendre un jury unanime, et c'est en principe lundi que ça devrait se passer. En principe parce qu'il y a toujours possibilité de prolonger les choses si des nouveaux éléments apparaissent dans les dépositions, dans les témoignages et ainsi de suite. Et c'est vrai que ce procès a lieu depuis un certain temps, mais je me réservais de vous en dire les conclusions lorsqu'elles apparaîtraient. Je ne voulais pas faire un reportage au jour le jour parce que je ne suis pas un reporter de l'actualité américaine. Ce que j'essaye de faire, c'est une réflexion du type de celle qu'on trouve dans mon livre La crise du capitalisme américain, où j'annonçais la crise des subprimes. Mais je vais quand même vous dire quelque chose à propos de ce procès, parce que ce qui apparaît est assez paradoxal et ça répond un petit peu à ces objections qui me sont faites. Vous êtes dans un camp contre un autre. Eh bien non, parce que ce qui apparaît dans ce procès de Monsieur Paul Manafort, même s'il n'est pas terminé, c'est la corruption généralisée. C'est une certaine justification je dirais, de ce tous pourri qu'il ne faut pas utiliser parce que c'est pas vrai, c'est jamais vrai. Comment dire, les propos à l'emporte-pièce sur ils sont tous de telle ou telle manière, c'est pas vrai. Il y a des gens honnêtes parmi les parlementaires, il y a des gens honnêtes au gouvernement, même si comment dire, ceux qui donnent un mauvais nom à un certain nombre de choses sont souvent assez nombreux et en tout cas font des choses qui sont de l'ordre du très spectaculaire. Mais ce qui apparaît dans ce procès de M. Manafort, donc qui n'a pas un rapport immédiat avec Trump, puisque dans une logique très américaine qui est quand même assez éloignée du droit comme on le professe dans nos pays, je dirais nos pays d'Europe occidentale, le procès qui lui est fait a essentiellement pour but de faire pression sur lui pour qu'il se déclare coupable par rapport à d'autres accusations qui pourraient être portées sur lui et qui, elles, auraient un rapport avec l'enquête qui a lieu sur une collusion éventuelle de l'équipe Trump avec la Russie. Mais ce qui apparaît est assez consternant.
On voit d'abord ce monsieur Paul Manafort qui a effectivement triché de manière tout à fait considérable sur ses déclarations d'impôts aux États-Unis, et c'est de ça qu'il était accusé essentiellement. Mais on voit aussi de la manière dont il a fait l'argent sur lequel il aurait dû payer des impôts, c'est-à-dire en étant le conseiller de dictateurs à peu près partout dans le monde. Témoigne contre lui un certain Rick Gates qui a été son assistant et qui, voilà, en échange d'un traitement, un traitement amical vis-à-vis de lui de la part de la justice américaine, est prêt à déposer contre son patron sous peine à ce moment-là de sanctions abominables s'il le trahissait la promesse qu'il a faite en échange, voilà, d'être traité de manière amicale. Ce monsieur Rick Gates confirme toutes les accusations contre monsieur Manafort, mais au passage on découvre qu'il a lui-même puisé dans la caisse pour pouvoir se payer une relation illicite par ailleurs. Les comptables qui passent à la barre, qui disent oui on a triché sous les ordres de monsieur Manafort, et quand on les presse un petit peu, il y a une dame en particulier qui dit écoutez, c'est pour ça qu'on est payé, non? C'est-à-dire que on voit apparaître des avocats véreux, des comptables véreux, des politiciens véreux, des gens qui tirent parti de l'argent sale essentiellement, parce que l'argent qu'aura touché au fil des années ce monsieur Manafort, ce sera essentiellement de l'argent sale qui vient d'ici ou d'ailleurs. C'est l'argent de la corruption, ce sont des parties, des parts de pots de vin qui ont été versées ici et là. Et ce qui apparaît en plus, quand on voit apparaître des noms, c'est que dans le même business que M. Manafort, d'obtenir d'un oligarque ukrainien à tendance pro-russe de l'argent, il y a aussi un certain monsieur Tad Devine, et ce monsieur Tad Devine, eh bien, c'est le directeur de campagne, ou en tout cas un très très grand soutien de la campagne de monsieur Bernie Sanders, le héros de la gauche américaine, de la gauche du Parti démocrate, le grand adversaire de madame Hillary Clinton. Quand la discussion démarre là-dessus, on découvre bien entendu aussi des propos extrêmement amicaux envers l'Union soviétique de monsieur Bernie Sanders dans son passé. C'est-à-dire que plus on creuse, plus on trouve des saloperies de tous les côtés, reliées absolument à tout le monde. Et il est dommage que ma vidéo aujourd'hui soutiennent un petit peu cette vision du tous pourri à un certain niveau, de la même manière que c'était avec un peu d'hésitation quand même que j'avais parlé au départ de ce rapport extraordinaire fait par l'équipe de l'école polytechnique de Zurich autour de monsieur Battiston, quand il nous avait montré que les 200 familles qui dirigent le monde, un grand succès, une grande rengaine de la réflexion conspirationniste, complotiste, était vérifiée par une analyse de type mathématique irréprochable à ce niveau-là. Alors malheureusement, j'en parle parfois. Et l'autre jour, voilà, j'ai parlé de la Révolution française. J'ai dit que malgré des erreurs qui avaient été faites, malgré le fait que les révolutions dans leur ensemble n'ont pas un très très bon track record, comme on dit en américain, c'est-à-dire quand on regarde, ça n'a pas donné grand-chose la plupart du temps, que j'ai quand même personnellement de la sympathie pour Robespierre et son discours sur les subsistances et son plaidoyer en faveur de la gratuité pour l'indispensable, que j'ai une énorme admiration pour une personne comme Saint-Just qui quand même est arrivé à gagner sur des champs de bataille, à être un grand philosophe, même si c'est sur des manuscrits qui sont restés longtemps inédits. Grands penseurs, tous ces gens motivés par une énorme générosité. Et c'est ça peut-être la leçon de ma petite allocution aujourd'hui, c'est à quel point la ligne est difficile entre l'honnêteté et la malhonnêteté.
quand on vient comme des gens comme M. Roger Stone, comme M. Paul Manafort, comme M. Lee Atwater, quand on vient de milieux un petit peu défavorisés et qu'on essaye quand même de gagner voilà, une place à la lumière du soleil, et que l'ascenseur social ne fonctionne pas aussi bien qu'on vous a raconté, et qu'on est obligé de faire pas mal de saloperies pour devenir quelqu'un qui apparaît sous les projecteurs. Et qu'en même temps, quand on a des idées extrêmement généreuses, la ligne là aussi est très difficile à tenir entre l'application, comment dire, sans concession de ces idées extrêmement généreuses et la manière dont la réalité humaine, la réalité du monde, de manière générale, résiste à vos tentatives. Et c'est pour ça que ça fait peut-être plaisir de voir qu'il y a, au sens de Hegel, qu'il y a une ruse de la raison, qui a peut-être quelque chose de l'ordre, non pas de la providence, parce que ça demanderait qu'il y ait véritablement un chef d'orchestre en arrière-plan. Il y en a peut-être un, mais j'en suis pas convaincu. Mais qu'il y a quand même quelque chose qui donne sens à l'activité des êtres humains, plutôt au niveau, je dirais, des structures, plutôt au niveau des choses qui sont de l'ordre du collectif que de l'action individuelle. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui avancent, il y a une espèce qui a son histoire. Et cette histoire, chez nous, animal humain, est un peu du même ordre que celle de tous les autres êtres animaux. Dont tous les autres animaux dont nous n'avons pas de preuve qu'ils aient une conscience comme la nôtre, qui projette en avant, qui anticipe les comportements, mais qu'il y a quand même chez tous, il y a une histoire, une évolution de l'espèce. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, qu'il ne faut pas réfléchir, je crois que c'est quand même, ça fait partie des atouts quand même de l'être humain, le fait que nous puissions nous asseoir autour d'une table, réfléchir, mettre des choses sur le papier et dire voilà, nous allons les faire. Malgré tout ce que je dis toujours sur le fait que nous sommes des animaux qui n'avons pas nécessairement un aussi grand contrôle, une aussi grande maîtrise sur nos comportements que nous l'imaginons. Alors tout ça est à la fois très pessimiste et très optimiste. En terminant, je vais souligner la partie optimiste, c'est que nous avons quand même la possibilité non seulement de réfléchir, mais de mettre en action, de mettre en acte les conclusions auxquelles nous arrivons. Il ne faut pas se laisser décourager par le fait de voir que la quasi-totalité de nos contemporains et de tous nos ancêtres ont, comment dire, ont pris des diagonales par rapport à l'éthique, par rapport à la vérité, par rapport aux comportements qui seraient des comportements véritablement honnêtes. Mais ceci dit, il faut insister sur le fait que il y a des personnes qui sont bien pires que les autres et qu'il est important pour nous d'essayer de faire tout ce que nous pouvons, même si c'est de manière très éloignée, en étant très très loin des leviers de pouvoir, d'essayer d'infléchir des choses dans la bonne direction. Nous avons des exemples. On a appelé Robespierre l'incorruptible. J'insiste sur le fait que si on l'a fait, c'est qu'on ne peut pas appliquer le titre à tout le monde, mais qu'il est possible, même à travers, dans un univers où la corruption semble être le chemin privilégié, il y a quand même moyen de ne pas l'être, il y a moyen d'essayer de réaliser les idées généreuses. À toutes les époques, il y a des gens qui ont essayé de le faire et rien ne s'oppose à ce qu'on soit du bon côté de ce point de vue-là. Voilà, allez, à bientôt.